Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce numéro du débat du dimanche pour débattre de l'actualité de la semaine. Nous recevons autour de cette table Adam Thiam du Républicain, Alexis Kalambri du journal Les Échos, Mamadou Kamara du journal du Mali.com et Serge Danel, journaliste, écrivain. Monsieur, bonsoir et merci d'être venu sur ce plateau. C'est sur le Mali que nous ouvrons ce débat, 12 mois de transition, déploiement de la force africaine en attente. Ce sont là quelques-unes des décisions du 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu cette semaine à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire. Des déclarations lues ici par le président de la commission de la CEDEAO, Kadri Désiré Ouédraogo. La conférence réitère son soutien ferme à la transition en cours et aux autorités de la transition, dirigées par le président Dioncounda Traoré, et exprime sa détermination à défendre la transition contre tout fauteur de troubles, civils ou militaires. Le sommet salue l'adoption de la feuille de route de transition par l'Assemblée nationale et exhorte les autorités maliennes et toutes les parties prenantes à diligenter sa mise en œuvre. Prenant note de la décision des autorités maliennes de tenir les élections présidentielles et législatives au plus tard le 31 juillet 2013, les chefs d'État et de gouvernement décident de proroger le mandat des organes de transition jusqu'à la fin de la transition, et ce conformément à l'avis de la Cour constitutionnelle. À cette fin, ils exhortent les autorités maliennes compétentes à engager le processus constitutionnel nécessaire. Les chefs d'État et de gouvernement exhortent les autorités de la transition à créer les conditions nécessaires pour la tenue d'un forum de dialogue sur les questions de gouvernance entre les populations des régions du Nord, en impliquant notamment les représentants des différentes communautés, les élus et les organisations de la société civile. Et dans ce contexte, ils exhortent également les autorités de la transition à accélérer le processus de la mise en place de la Commission nationale de réconciliation et de dialogue en vue de promouvoir, et ce à travers la plus grande représentativité possible, la réconciliation nationale et la restauration d'une paix durable. La conférence rappelle son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Mali, qui exige en particulier le déploiement de l'armée nationale sur l'ensemble du pays. À cet égard, la conférence demande le désarmement de tous les groupes armés, notamment le MNLA. Elle précise davantage que la renonciation du MNLA à la violence et de son projet sécessionniste est une condition minimale à remplir avant son acceptation dans tout processus de dialogue. Voilà, Mamadou Kamara, c'est une première à que la CEDEAO pose le désarmement du MNLA comme préalable à toute future négociation. Oui, tout à fait. Je pense que c'est un sommet qui marque un tournant. Il y a eu de nombreux sommets de la CEDEAO depuis le début de cette crise. Et ce dernier, je trouve, a pris des décisions claires, tranchées, qui vont dans le bon sens. Vous avez parlé du désarmement du MNLA. Jusqu'ici, il n'en était pas question. On parlait même de négocier avec le MNLA, sans même leur demander de désarmer. Aujourd'hui, c'est le contraire. Autre décision importante, on proroge le mandat des autorités à la transition sur avis de la Cour constitutionnelle du Mali, ce qui est important. Troisième décision importante, il est décidé que la MISMA se transforme à terme en mission de maintien de la paix de l'ONU. Donc je pense que c'est un pas dans le bon sens parce que ça permet de régler notamment les problèmes de financement de cette MISMA qui a du mal à se déployer. On a vu d'ailleurs au début de ce sommet le président du Tchad tenser un petit peu ses pairs ouest-africains en leur disant c'est fini le temps des discours, il faut passer à l'action. L'ennemi n'attend plus. Donc la MISMA avait du mal à se déployer, peut-être qu'avec l'ONU ça ira plus vite. Et dernier point important, il a été décidé de la mise en place d'une commission de dialogue et de réconciliation qui soit plus un face-à-face entre le gouvernement du Mali et les groupes armés, mais une rencontre entre les représentants légitimes de l'ensemble des communautés du Nord et pas uniquement Touareg. Donc c'est un sommet important qui va dans le bon sens. Et Serge Daniel? Il y a eu deux choses, moi, qui m'ont frappé dans le communiqué final. D'abord, Dioncounda il n'y a plus le titre de président par intérim. C'est le président du Mali, Dioncounda Traoré.
La deuxième chose, c'est la date des élections, le 31 juillet. Encore une fois, moi, on s'attendait un peu à ça, mais il n'y a jamais eu de communiqué officiel. C'est pas le président de la République, ce n'est pas devant ses pairs de la CEDEAO qui va donner la date des élections maliennes. C'est d'abord au Mali qu'il fait un communiqué avant de partir en disant nous envisageons de donner la date des élections au 31 juillet. Encore une fois, c'est de l'extérieur qu'on informe l'intérieur. C'est quelque chose de, à mon avis, un peu déplaisant. Sinon, terminerai en disant que c'est un sommet qui a apporté son soutien au gouvernement de transition. Je crois que tout le monde est d'accord. Il n'y aura pas les journées de concertation que voulait notre ami Mamadou Camara, mais des journées quand même de concertation, disons, à la malienne, et non plutôt... Les assises nationales du Nord, dont exactement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je pense que c'est un sommet important. Adam Thiam, qu'est-ce qui a changé parce qu'au départ, la médiation de la CEDEAO n'a pas privilégié le désarmement du Yémen avant d'engager les négociations, mais cette fois-ci, est-ce que la présence de la France et ses alliés au Mali a conforté la position de la CEDEAO? Je crois que ce point du communiqué final était vraiment un point très courageux qui s'adressait directement, à mon avis, à la France, parce que c'est la France qui porte le MNLA. Et l'autre point courageux, c'est que les chefs d'État ont dit que l'armée malienne doit être partout. Comme si on leur avait dit qu'il y avait des restrictions dans les mouvements de l'armée malienne. Mais à mon avis, le point important de ce sommet, c'était la reconduction de Alassane Ouattara. Et ça veut dire que effectivement, la CEDEAO est contente de ce qu'il fait sur la Guinée-Bissau et sur le Mali. Et puis, il faut dire que le président Traoré, qui était à ce sommet, le lui a dit. Alexis? Je pense qu'ils ont voulu défoncer beaucoup de portes ouvertes. C'était du déjà entendu. Il n'y avait pas, franchement, pour moi, ils n'ont pas été incisifs là où on les attendait. Tout ce qui a été énoncé, à la limite, je sens la CEDEAO évoluer plus en fonction de l'actualité. Ils n'ont pas été poignants au moment où on s'attendait à ça, mais leur position a plus été dictée par le terrain, et ça, c'était pas leur rôle. Et en plus, on les attend plus sur les questions de financement, plus sur les questions de mobilisation des troupes qui ne sont pas effectives jusqu'à présent. Donc, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'aspects. Effectivement, sur la mobilisation des troupes, ouais, si vous permettez, prends la parole une minute. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas les troupes africaines ne sont pas au complet. Les seules troupes qui sont au complet jusqu'à présent sont les Burkinabés, qui ont d'ailleurs augmenté le quota. Mais à part les Tchadiens, à part les Français, les autres Africains qui devaient être là, ils ne sont toujours pas tous au complet. Et là, c'est quand même, effectivement, je voulais me permettre de dire qu'Alexis a tout à fait raison de revenir là-dessus pour dire c'est quand même aussi et surtout l'affaire des Africains. Oui, Mamadou Camara. Oui, sur le point du MNLA, je trouve qu'il y a quand même une contradiction entre ce qui a été dit. Donc oui, d'accord pour demander le désarmement du MNLA, mais la réalité sur le terrain est tout autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le MNLA appuie la France. La France s'appuie sur le MNLA pour combattre les djihadistes dans le massif des Iforas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a besoin d'eux, on continue de les utiliser, ou bien on leur demande un désarmement rapide, immédiat? Donc là, il y a un paradoxe qui n'a pas été tranché. Peut-être qu'il a manqué une coordination entre la CEDEAO et la France, qui avait pourtant des observateurs lors de ce sommet. Et Adam Thiam, à la prorogation de la transition, 12 mois, c'est que le président Dioncounda, le Premier ministre et le gouvernement restent en place. Quelle va être la réaction de la classe politique? Non, mais la CEDEAO n'a pas prorogé le mandat de la transition. Et la CEDEAO a dit simplement qu'elle se conforme à la décision de la Cour constitutionnelle. Et la décision de la Cour constitutionnelle qui était rendue d'ailleurs il y a bien avant, dit que tant qu'il n'y a pas de président élu, l'intérim continue. Donc de ce point de vue-là, c'est à mon avis une redondance. Mais que tout de même, le communiqué dit la CEDEAO, les chefs d'État décident de la prorogation. On avait prévu la élection pour le mois de juillet, non? Mais à partir du moment où ils disent nous conformons à la décision de la Cour constitutionnelle, c'est pas la peine, c'est une redondance. Ce point-ci n'est pas important. Par contre, sur la question des troupes, Serge, c'est vrai que c'est peut-être là, mais franchement, le déploiement des troupes au Mali, au niveau sous-régional, me paraît être l'action la plus rapide
de l'histoire non seulement de la CEDEAO, mais aussi des organisations continentales. Ce qui s'est passé au Mali est simplement phénoménal. Ça dépend du point de départ. Si on part du début de la crise, qui ça fait un an maintenant. Oui, donc un an après, on ne peut pas dire que ce soit rapide. Oui, non, mais attendez, c'est quand même, c'est depuis janvier qu'il y a eu cette table ronde annonçant effectivement les contributions, parce qu'on sait que le problème des pays africains, ce n'est pas les troupes, c'est le manque de moyens, c'est le manque de logistique. Donc, c'est depuis janvier effectivement que ça a été mis en place, et puis depuis le 11 janvier, ça s'est accéléré, et dans la même semaine, il y a des troupes qui ont commencé à venir. On nous dit qu'ils sont à peu près à 70% du déploiement. Ça n'est pas rien, ça ne suffit pas. Mais est-ce qu'elle est opérationnelle? Oui, opérationnel. Le problème, les troupes burkinabées qui étaient à Markala, aujourd'hui elles sont à Diabali, et s'apprêtent à monter à Tombouctou. Je pense que sur le terrain, elles sont opérationnelles, ces troupes-là. Et il y a les Nigériens aussi à Gao. Mais par rapport à la prorogation du mandat, c'était important, parce qu'en principe, si on se limitait à l'accord cadre de Ouagadougou, en principe, je crois que c'est en mars. En avril, c'était terminé. Il n'y avait plus de match, il n'y avait plus rien du tout. Donc c'était nécessaire, à mon avis, de dire publiquement qu'on prorogeait le mandat de la transition. Mais peut-on s'attendre à une réaction négative de la classe politique? La classe politique malienne est pour le moment, à mon avis, en apnée. C'est-à-dire que je pense que Koma a été un tournant pour la classe politique, parce que les gens les uns les autres se sont rendus compte que, franchement, on était en train de s'amuser avec le feu. Et je crois que maintenant, il y a une espèce de consensus qui ne dit pas son nom. Les divergences sont là, quand vous discutez toujours avec les hommes politiques. Mais pour le moment, personne ne veut mettre l'huile sur le feu, à mon avis. Moi, je ne dirais pas qu'elle est en apnée, mais aujourd'hui, l'heure est à l'union sacrée. Le Mali est en guerre contre un ennemi qui est difficile à combattre. Donc, tous les hommes responsables, tous les hommes politiques responsables de ce pays ont le devoir d'appuyer, de soutenir le gouvernement du national. Et c'est ce qu'ils font, et tant mieux. Là, c'est vraiment une hibernation. C'est vraiment Adam Thiam. Oui, Adam Thiam demande la parole. À mon avis, je ne vois pas. C'est-à-dire la Cour constitutionnelle de notre pays dit que l'intérim continue, donc le président qui est en place continue. La CEDEAO confirme, franchement, à moins d'être antidémocrate, je ne vois pas comment la classe politique... Voilà. Non, je vois pas... Pourquoi? Qu'est-ce que la classe politique peut avoir à dire à cela. Quelle alternative? Voilà, on dit les élections ont bien joué à l'intérieur de cette classe politique qui disait que le gouvernement était illégitime, qu'il fallait des journées de concertation pour décider de qui allait diriger le Mali. Donc il y avait ce discours qui était... Ibeka l'a dit pratiquement en ces termes, en disant il ne sera pas question d'une prorogation de fait. Il l'a dit. Il a dit il faut un consensus national qui légitime les autorités de la transition. Que les Maliens se réunissent et décident de continuer d'appuyer le gouvernement de transition. La donne a changé. On est en guerre, donc les concertations, effectivement, elles n'ont plus lieu d'être. Mais il y a quand même un soutien clair et franc au gouvernement d'union nationale. De toute manière, la question, c'est simplement jusqu'où nous sommes républicains. Même si la Cour constitutionnelle a fait une erreur, oui, il faut l'assumer et l'accepter. Autrement dit, sinon on s'en sort pas. Si tout le monde a son acception du droit, de la justice, etc., on s'en sort pas. La Cour constitutionnelle dit, il l'a dit d'ailleurs à l'ancien Premier ministre, et puis à l'époque, si on avait rendu ça public, ça aurait probablement épargné beaucoup de choses, beaucoup de désagréments, quoi. Qu'est-ce qui a conforté en fait la CEDEAO à prendre cette décision quand même? Il y a un an, c'était pas la même réaction. De proroger, vous voulez dire? Oui. Contrairement à ça, je pense que le gouvernement était clair lorsqu'il a dit les élections. Ça n'est pas de la bouche du président de la République que c'est venu, mais de la bouche du ministre en charge de l'organisation. Il a démenti par la suite. Il a dit qu'il n'avait jamais dit ça. Il a dit... Il n'y a pas un acte solennel par lequel on a annoncé les élections. La feuille de route qui a été votée à l'unanimité du Parlement dit élection au plus tard le 31 juillet 2013. Donc c'est à ça que s'est conformée la CEDEAO. Donc, logiquement, on proroge le mandat des autorités de la transition jusqu'à cette date butoir du 31 juillet 2013. Voilà, moi je ne vois pas où il y a débat à ce niveau-là. Honnêtement, je pense qu'il faut... Non, la source de cette légitimité, c'est la Cour constitutionnelle. Ça n'est pas la CEDEAO, ça n'est pas le fait que le gouvernement a fixé le délai du 31 juillet pour l'élection. Et quand les chefs d'État, l'an dernier, prenaient cette décision, beaucoup d'entre eux avaient
déjà consulté des juristes. Et d'ailleurs, si on regarde bien, la date de l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui avait été sollicité par le Premier ministre et la date à laquelle le sommet de l'an dernier a prorogé le président Younkouna Traoré, on verra bien peut-être que oui, il est possible qu'ils avaient consulté déjà même la Cour constitutionnelle avant. Donc ce n'est pas la CEDEAO qui a décidé, la CEDEAO a entériné simplement. La CEDEAO, à mon avis, a manqué de vision. Disons, on sent que la CEDEAO patrouille sur beaucoup de questions. Avec le recul, on voit que très peu de questions ont été tranchées au bon moment et dans le bon sens. Donc, comme je le disais, la CEDEAO suit beaucoup l'évolution, l'actualité, mais... Tant mieux, justement, puisqu'il faut reconnaître qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites lors de la gestion de cette transition par la CEDEAO, en effet. Et donc, tant mieux si elle arrive à recadrer les choses, effectivement, tant mieux si elle arrive à recadrer les choses au gré de l'évolution de l'actualité. Aujourd'hui, on est en guerre, on ne peut plus agir comme on le faisait avant. Voilà, autre titre de l'actualité cette semaine, l'Algérien Mokhtar Belmokhtar et un autre islamiste algérien Abdelhamid Abouzeid auraient été tués cette semaine par des soldats tchadiens dans le massif de l'Adrab des Iforas. L'information a été confirmée cette semaine. Personne ne sait réellement si cet homme est mort ou vif. Mokhtar Belmokhtar, ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, entré en dissidence. C'est lui qui avait revendiqué en janvier la prise d'otage sur le site gazier d'In Amenas en Algérie. Il reste introuvable. Pourtant, l'armée tchadienne, elle, est catégorique. Les forces armées tchadiennes en intervention au Mali, Fatim, ont totalement détruit la principale base des djihadistes et narcoterroristes dans le massif de l'Ardra des Ifogas. Plusieurs terroristes tués, dont le chef Mokhtar Belmokhtar, dit le Boni. La veille, l'armée tchadienne annonçait aussi avoir tué un autre chef historique, Abouzeid, annonce faite par le président Idriss Déby lui-même. Même scénario, pas de corps du chef d'AQMI. Les autorités françaises ne confirment pas pour le moment ces deux morts. Au Mali, les opérations de traque des djihadistes se poursuivent. Côte à côte, l'armée française et tchadienne. Au moins une quinzaine d'islamistes ont été neutralisés, tués ou blessés ce samedi dans l'extrême nord-est du pays. Les combats ont été particulièrement violents. Un troisième soldat français est mort durant ces opérations, un parachutiste de 26 ans qui montait à l'assaut. Des combats et des pertes côté rebelles qui font craindre pour la sécurité et le sort des otages français dans la région. Adam Thiam, on l'a entendu tout à l'heure, les autorités tchadiennes qui confirment la mort de deux chefs islamistes, Mokhtar Belmokhtar et puis Abouzeid. Vous y croyez ou pas? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que je sais que pour Abouzeid, oui, c'est seul le résultat des tests ADN, oui, peut nous dire s'il est mort ou s'il ne l'est pas. Pour Belmokhtar, oui, je ne sais pas. À mon avis, s'ils sont morts, ils ont dû mourir des suites des frappes françaises. Je ne crois pas que des chefs djihadistes de ce rang prendraient part au combat au corps à corps. Hein. Ça m'étonnerait. Mais on ne sait pas. On ne sait pas. J'espère que c'est vrai. Si c'est le cas, mais vraiment bravo à l'armée tchadienne. Serge Daniel. Moi, d'une manière générale, je doute de tout, sauf du fait que je doute. Mon doute est cartésien. Je veux avoir des preuves. Le ministre tchadien de la communication a déclaré aujourd'hui, M. Hassan Silla Bakari, oui. Il a dit nous allons bientôt présenter à la télévision des prisonniers, les lieutenants des chefs djihadistes, qui vont probablement confirmer. Donc, est-ce que ce sont des sources indirectes? Donc, vous voyez des lieutenants qui viennent à la télévision dire oui, effectivement, mon chef est mort, etc. Est-ce que ce n'est pas une ruse? Je pense qu'il faut quand même un peu plus de preuves pour être sûr, pour être certain que les deux chefs de Katiba sont effectivement décédés. S'ils sont morts, effectivement, c'est inévitablement un coup dû pour Al-Qaïda au Maghreb islamique, mais cela ne va pas signifier, cela ne signifiera jamais la fin de Al-Qaïda au Maghreb islamique, parce que aucun des deux n'était le chef d'AQMI dans le Sahel. Le chef d'AQMI dans le Sahel, c'était Yahya Abou Hammam, qui lui est également un Algérien. Lui, visiblement, il n'est pas tué.
Oui, mais en fait, c'était le vrai chef. C'était Abou Zaïd. C'était Abou Zaïd. Le représentant de Drogdel dans le Sahel, c'est Yehia Abouamam. Abou Zaïd, c'est incontestablement le chef d'une katiba importante, donc c'est un coup dur, mais à mon avis, il faut encore attendre pour voir. Je veux dire que ce n'est pas la fin d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, même si les deux sont morts. S'ils étaient vivants, pour qu'ils n'ont pas démenti cette information concernant. Actuellement, ça va être difficile à mon avis, parce qu'ils ne peuvent pas bouger. S'ils bougent, s'ils communiquent par téléphone, ils seront repérés, parce que généralement, effectivement, ils annoncent leur mort, mais la situation est quand même assez particulière, je crois. Mamadou Camara. Bon, il faut préciser que dans le cas d'Abou Zaïd, des tests ADN sont en cours. Ça, c'est la presse qui le dit, parce que les autorités algériennes n'ont jamais confirmé cela. Bon, donc on le saura dans les jours prochains. Si, pour ce cas-là, ça fait 2 jours qu'on le saura dans les jours prochains. Oui. Attendons encore. Un test ADN, c'est pas 2 jours. C'est pas 2 jours. C'est 2 heures. Voilà. Quels sont les résultats? Deuxièmement, c'est vrai que pour ce qui concerne Abou Zaïd, ça a été d'abord annoncé par les Algériens et il semble qu'effectivement sur le terrain, chaque fois qu'il y a des frappes, les Algériens viennent identifier ceux qui sont morts. Mais franchement, en l'état, il y a des zones d'ombre qui persistent, qui font que le doute raisonnable a lieu. Bon, mais d'une façon générale, ce qu'il faut admettre, c'est que effectivement, les troupes tchadiennes font des progrès sur le terrain. Les troupes tchadiennes paient un lourd tribut et nous devons leur reconnaître cela et leur rendre hommage pour tout ce qu'ils ont fait au Mali. Absolument. D'ailleurs, ça pose la question de pourquoi le Tchad prend l'initiative de l'annonce de la mort de ces chefs islamistes si il y a un doute. Donc c'est le président lui-même qui a annoncé la mort d'Abou Zaïd et ensuite l'un des chefs militaires qui annonce celle de Ben Mokhtar. Donc on peut penser que le Tchad, effectivement, qui paye un lourd tribut, a besoin de justifier aux yeux de son opinion publique justement ces pertes-là, en disant il y a des pertes certes, mais il y a aussi des résultats, nous venons de neutraliser, comme on dit, 2 chefs importants. Deuxième raison, c'est peut-être aussi pour faire en sorte, Serge l'a plus ou moins évoqué, que ces chefs-là se mettent à découvert, justement en contredisant cette information, et là, ils pourraient être repérés grâce à des moyens d'interception, de communication moderne. Ce qui est quand même frappant, c'est que depuis qu'ils se sont installés dans le nord du Mali depuis les années 90, c'est vraiment la première fois que les djihadistes, si vous permettez l'expression, ont vraiment chaud. C'est-à-dire que c'est la première fois que ce sont des gens qui sont traqués. Les combats se déroulent parfois, c'est vraiment du corps à corps, c'est vraiment du face à face. Et pour une fois, la peur a vraiment, véritablement changé de camp. Voilà. Et est-ce que peut-on s'attendre à une débandade du réseau islamiste dans la sous-région? Je crois pas, je pense que ça peut même être le contraire. On a vu, comment il s'appelle, Ben Laden, être tué par les Américains il y a 2 ans maintenant. Ça n'a pas fait que Al-Qaïda ait disparu. Au contraire, très souvent lorsqu'il y a des chefs qui sont tués, ils deviennent des martyrs et ça contribue à galvaniser le reste des troupes qui se battent jusqu'au dernier soupir. Ce sont des gens qui sont fanatisés et qui iront jusqu'au bout. Mais ce qui se passe, c'est plus qu'une débandade. Et ils étaient à Gao, ils étaient à Konan, déjà, ils sont plus là. Ils étaient à Gao, ils étaient à Kidal, à Ville, ils étaient à Tombouctouville, ils sont plus là. Ils sont maintenant acculés à vivre dans les montagnes. Franchement, oui, c'est repris, parce qu'adaptement, on ne peut toujours pas aller pique-niquer à Gao aujourd'hui. Parce que c'est pas si bon. Il y a une question de sécurité. En plus, le Moujao, c'est quand même le Moujao dans la région de Gao. La question est pas là. La question, c'est qu'il y a 2 mois, c'est eux qui pique-niquaient à Gaouville. Ils n'y pique-niquent plus. Ils ne pique-niquent plus à Tombouctouville, ils ne pique-niquent plus à Kidalville. Il y a bel et bien du recul. Le recul est indéniable, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucune sécurité. Premièrement, deuxièmement, si par aventure les troupes françaises se retiraient, les Tchadiennes se retiraient, qu'est-ce qui va se passer? On n'est pas encore à mesure. Est-ce qu'on a les moyens d'évaluer réellement? Non, mais je crois qu'il ne faut pas avoir vu que le fait qu'on n'a pas affaire à une armée régulière. Il s'agit de djihadistes qui utilisent les moyens d'une guerre asymétrique. Leur guerre à eux, c'est les attentats, c'est les prises d'otages, c'est des choses comme ça. Donc, évidemment, lorsque l'armée française bombarde, ils reculent. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils laissent tomber et qu'on a gagné. Je partage le point de vue de Mohamed. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent. Vous savez qu'il y a 2 semaines... Attendez, on a des bandades.
personne n'a dit qu'ils sont totalement finis. Mais ils étaient les maîtres du terrain il y a 2 mois, les seuls maîtres du terrain. Il n'y avait pas un seul militaire, ni malien, ni étranger dans cette zone. Voilà. Personne ne dit pourquoi qu'on comprend. Alors, le seul moyen, la seule attitude où les djihadistes sont à l'aise, c'est dans cette situation actuelle. Oui, non, mais on n'a pas dit qu'ils sont finis. Ils ne sont pas finis, comme l'a dit Mamadou. Ils sont pas, c'est pas la débandade totale. Ils sont quand même anéantis, avec les frappes aériennes et terrestres. C'est évident qu'ils ont subi de lourds revers, mais ce n'est pas terminé. Le ministre de la Défense de la France l'a dit aujourd'hui. Oui, non, mais attendez, personne n'a dit que c'est terminé. On a dit que c'était une débandade, c'est bien une débandade. Personne n'a dit qu'ils ne peuvent pas se réorganiser. Ils sont en train de résister dans le massif de la résistance. Personne n'a dit qu'ils n'ont pas de capacité de résistance. Personne n'a dit que les Français ou l'armée malienne ou les armées étrangères doivent quitter demain. On n'a pas dit ça. Et il y a un sérieux défi de sécurisation qui reste à faire, et même de libération totale. Parce qu'il suffit de sortir de Gao 15-30 km pour tomber dessus. Il y a énormément à faire, mais le constat, de toutes les manières, c'est que, franchement, ils ont beaucoup reculé. Et Serge, tu as raison de dire, je crois qu'ils ne se sont jamais sentis aussi mal, ces derniers jours, que ces derniers jours. Dernier point de ce débat nous conduit en Guinée où des nouvelles violences ont éclaté cette semaine, des violences interethniques. Des heurts les plus violents ont eu lieu entre Malinké et Peul dans le quartier de Matoto à Conakry. Les appels au calme du président Condé n'ont pas réussi à calmer les esprits. Les gaz lacrymogènes des policiers ne suffisent pas à les disperser. Ce vendredi, peu après la prière, des groupes de jeunes malinqués sont pris aux commerçants Peul du marché du quartier de Matoto. Certains ont été attaqués à coups de pierre. La situation est tendue. Ce matin, on est venu sortir nos marchandises du magasin, mais la police nous a dit de ne pas le faire. Ensuite, un groupe d'hommes malinqués a commencé à se rassembler, à nous encercler et à nous attaquer. Les heurts entre les deux communautés ont débuté mercredi, peu après une manifestation de l'opposition. Des tensions ethniques dont l'origine est en partie politique. Une majorité des Malinqués soutient le président Alpha Condé de la même ethnie. En face, l'opposition est dirigée par le Peul Cellou Dalein Diallo. Sa défaite à la présidentielle de 2010 avait attisé les tensions. L'approche des législatives dans 2 mois les ravive. Les Nations Unies ont appelé au calme, tout comme le président Alpha Condé. Il recevra l'opposition lundi. Serge Daniel, avec ce qui se passe actuellement en Guinée-Conakry, peut-on s'attendre à une guerre ethnique dans ce pays? Moi, je ne crois pas du tout à une guerre ethnique en Guinée. Mais pour qu'il n'y ait pas cette guerre ethnique, il est de la responsabilité du président de la République. On l'a toujours dit ici autour de ce plateau, de rassembler davantage les Guinéens. Alpha Condé, je l'ai toujours dit, je l'ai connu en tant qu'opposant, c'est un homme valeureux, c'est quelqu'un qui a failli mourir, qui a failli être assassiné à l'époque où il était opposant, mais aujourd'hui Alpha Condé n'arrive pas à rassembler davantage les Guinéens, et je sais de quoi je parle, et je peux vous dire que c'est vraiment, mon cœur saigne un peu. Adam Thiam. Ce qui va se passer, on ne sait pas, mais ce qui s'est passé, on sait. Ce qu'on sait, c'est que ça fait 2 ans que la Guinée n'arrive pas à organiser des élections législatives. Après une présidentielle dont le premier tour avait été exemplaire et dont le second tour a été vraiment controversé, même si, à l'époque, l'opposant Cellou Dalein, quand même, a eu l'élégance de reconnaître les résultats. Surtout qu'on pensait que la Guinée allait repartir sur un bon pied, mais on est obligé de constater que ça s'enlise. Le processus s'enlise et tout ce qu'on entend depuis 2 ans, c'est la communauté internationale en train d'appeler au calme. C'est ça le problème des gouvernances africaines, c'est-à-dire on continuera à appeler au calme jusqu'à quand, ok? Qui peut te dire aujourd'hui qu'il n'y aura pas des ruptures en Guinée? C'est quand même extraordinaire ce qui se passe dans ce pays et ce n'est pas du tout à l'honneur de l'Afrique. Mais Kalambri, on a vu quand même les 2 ethnies majoritaires, les Peul et les Malinqués, qui s'affrontent. Pourquoi? Oui, si vous suivez la télévision guinéenne, tous les soirs, il y a un procès qui passe. À la limite, on répète le complot Peul. C'est-à-dire tout ce qui passe à la barre. Oui, non, il y a quelqu'un qui... Oui, non, quelqu'un, pour dire que c'est grave, quelqu'un l'a sorti à la barre. Tous les soirs, la télévision guinéenne retransmet un procès
le procès de ceux qui ont attenté ou auraient attenté à la vie du président. Mais ce qu'il faut constater, c'est que, et ça c'est mon impression, j'ai l'impression que le président Alpha Condé se comporte en opposant. Et à ce jour, l'opposition a fait plus de concessions que lui par rapport, disons, pour que les choses marchent. Franchement, il n'est pas celui qui facilite la bonne marche. Et on était fiers quand, à son investiture, il a dit la Guinée is back. On pensait vraiment qu'il était dans une dynamique de reconstruction, de rénovation, mais il s'est très vite braqué et non, il est fautif pour beaucoup de choses. Mamadou Camara, pourquoi est-ce que le président Condé campe sur ses positions? Il veut organiser des élections législatives à ses convenances. Pourquoi? Que craint-il? Bon, à vrai dire, moi j'irais dans le sens d'Alexis. Je pense que c'est un échec patent de l'alternance démocratique en Guinée. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas d'alternance, évidemment. C'est un pays qui a connu plus de 50 ans de dictature. Il était temps qu'il y ait enfin dans ce pays un président élu démocratiquement. Malheureusement, ce président-là a passé toute sa vie, toute sa carrière dans l'opposition. Il n'a pas été associé aux différents régimes qui sont succédés et il manque singulièrement d'expérience de gestion du pouvoir. Lorsque vous arrivez au pouvoir dans ces conditions-là, vous tendez la main à vos opposants pour faire en sorte qu'on se réconcilie, qu'il y ait un consensus national sur les priorités du moment. Elles étaient lesquelles? Renforcer la démocratie à travers les élections législatives. Il ne l'a pas fait et se battre pour la lutte contre la pauvreté. Voilà, donc là-bas est dans son camp, c'est à lui d'ouvrir les bras, de tendre les mains et de faire venir les gens autour de la table. Tout à fait. Lorsqu'il a pris le pouvoir, Alpha Condé a dit: je veux m'inspirer d'Obama et de Nelson Mandela. Nelson Mandela pour le sens du pardon, parce que Alpha Condé a quand même été injustement arrêté, il a été brimé, emprisonné, embastillé, et de Obama pour dire, bon, nous sommes vraiment la Guinée de retour. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'avec la même liste électorale, il a été élu, avec cette même liste électorale, il dit, la liste n'est pas fiable, on ne va pas faire les législatives avec cette liste-là. Mais ça pose quand même un problème. Et le rôle de la communauté internationale, à mon avis, est de ne pas attendre que ça empire avant d'aller en Guinée. Il faut envoyer une délégation de la CEDEAO en Guinée pour suivre le processus électoral. Le médiateur avait un représentant en Guinée. Est-ce que ce médiateur est ce représentant est toujours là-bas? Il faut quand même aider à la Guinée à s'en sortir, parce qu'au dernier moment, comme l'a dit Adam, jusqu'à quand ça va aller, jusqu'à où on va dire, bon, il faut faire attention. Parce que c'est vrai qu'on est vraiment à deux doigts de la catastrophe dans ce pays aujourd'hui. Oui, même par rapport aux récentes manifestations de l'opposition, il a fallu que la communauté internationale lui torde la main. C'est quand même grave, des forces qui tirent sur les manifestants. Ça ne se passe plus quelque part dans un pays démocratique aujourd'hui, ce n'est pas possible. C'est pour ça, moi j'estime que le professeur Alpha Condé a une part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est lui qui doit rassembler les Guinéens et que je constate, c'est dommage, il n'arrive pas à les rassembler pour le moment. Mais pourquoi ne veut-il pas se séparer de l'opérateur sud-africain Waymark? Je ne sais pas. Moi, je n'ai pas les détails de cette affaire-là. C'est vrai que la question se pose. Je ne connais pas la réponse, mais pourquoi ne pas ouvrir le jeu? Si ça peut être un moyen de faire en sorte que les uns et les autres arrivent à se parler et tombent d'accord sur ces élections, il faut le faire, il faut changer. Est-ce qu'il craint d'être battu aux législatives, Adam Thiam? Non, je ne sais pas. C'est-à-dire que il y a quelque chose, parce que normalement les élections législatives auraient dû déjà avoir eu lieu en Guinée depuis 2 ans. Et donc il y a quelque chose qui empêche le président de faire l'élection, et ça ne peut être effectivement que la crainte de ne pas avoir une majorité. Mais au-delà même de tout ça, c'est-à-dire que ce qui est encore triste, c'est que la Guinée, oui, ça je l'avais dit, quand on nous disait que la Guinée était back, ou Alexis, mais vraiment, non seulement on croyait, mais on le souhaitait, parce que la Guinée est un grand pays, et c'est un pays locomotive qui peut tirer le reste de la solution. C'est triste qu'on en soit là. Mais un autre aspect, c'est que en général en Afrique, on n'accorde pas d'importance à l'Assemblée nationale. Or, l'Assemblée nationale, c'est ça la démocratie. Regardez, je crois, il y a des centaines il y a plusieurs dizaines de millions de dollars de prêts qui ont été ratifiés par le CNT, donc qui tient lieu d'Assemblée nationale, etc. Mais
Mais c'est quand même grave pour la communauté internationale, parce que si jamais il y a une société civile forte en Guinée pour dénoncer ces prêts-là, normalement, on devrait pouvoir juridiquement gagner ça. C'est possible. Oui, ce qui se passe là-bas est d'autant plus grave qu'il y a un conflit ethnique latent. Vous avez évoqué le clivage Malinké-Peul. Ça, je n'ai pas forcément d'accord, mais on sait que depuis l'époque de l'indépendance de Sékou Touré, on a instrumentalisé les pouvoirs successifs, ont instrumentalisé les ethnies, les ont montés les unes contre les autres, et aujourd'hui ça continue. Donc, c'est grave, il faut faire attention, on ne peut pas jouer avec ça. Quand on parle de la Guinée, c'est une voiture qui a 4 roues. La première roue, c'est l'ethnie des Soussous. La deuxième roue, ce sont les forestiers. La troisième roue, ce sont les Malinqués. La quatrième roue, ce sont les Peuls. Je ne pense pas à une guerre ethnique en Guinée. Mais en revanche, je le répète, moi j'ai été en poste en Guinée pendant 5 ou 6 ans. J'ai vu Alpha Condé opposant, un excellent opposant. Il a failli être assassiné. Je ne pense pas qu'il soit anti-Peul parce que dans son parti... Non, pas du tout. C'est pas du tout son esprit. Mais il a une part de responsabilité dans ce qui se passe. Ça a été instrumentalisé. Ça a été instrumentalisé. Il peut rencontrer Cellou, Alpha. S'il n'y a pas d'affaire de passé, est-ce qu'à travers les manifestations de mercredi à l'heure entre Malinké et Peul à Matoto, est-ce qu'on ne va pas à travers ces manifestations-là le président Condé et puis Céline Diallo Diallo? À mon avis, si les Malinqués et les Peuls n'en arrivent pas aux mains, ce n'est pas grâce aux politiques. Le politique aura tout fait depuis plusieurs années pour qu'il y ait ce clash. Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a été exilé pendant 10 années. Mais aujourd'hui, il y a des Guinéens qui ne peuvent pas rentrer chez eux. Parce que s'ils rentrent chez eux, on va les arrêter. Je ne sais pas si vous voyez. Son devoir, c'est de rassembler les Guinéens. Et ça, il ne le fait pas assez. Mais l'un des points de la discorde entre pouvoir et opposition, c'est également le vote des Guinéens de l'extérieur, alors que la Constitution de la République des Guinéens les autorise, leur donne ce droit-là. Pourquoi là aussi Alpha Condé n'est pas d'accord? Bon, peut-être qu'il pense que ce vote-là ne lui sera pas favorable, je ne sais pas, mais encore une fois, ça ne va pas dans le bon sens. Ce n'est pas évident. Pour les législatifs, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Dès lors que la Constitution accorde ces droits aux citoyens guinéens de l'extérieur. Sur cette affaire, la Constitution n'accorde peut-être pas aux Guinéens de l'extérieur, mais aussi le vote législatif de la présidentielle. Ça, je savais pas. Les Guinéens de l'étranger sont autorisés à voter à tous les scrutins. Tout à fait. Donc, c'est dit que normalement, au Mali, on ne vote pas pour les députés lorsqu'on est à l'étranger, mais pour la Guinée. Non, les Guinéens de Bamako ont voté pour la présidentielle. Non, ce que je veux dire, Alpha Condé, dans sa position, aurait dû se considérer en transition et franchement construire l'État guinéen. Il a des idées, il a encore des hommes d'affaires, etc. Mais la véritable idée qu'il doit avoir, c'est de rassembler les Guinéens. Il vaut mieux rassembler les Guinéens parce que vous ne pouvez pas changer grand-chose en Guinée en 5 ans. Il n'a pas résolu le problème de l'électricité, il n'a pas résolu le problème de la monnaie guinéenne. C'est pas possible de le faire. Du manque d'eau aussi. Mais les routes, ce qu'il faut faire, c'est la mentalité. Ce qu'il faut faire, c'est de sauvegarder l'unité nationale. Et ça, c'est son devoir, à mon avis, de président. Un peu de transition. Il ne faut pas trop l'accabler aussi. L'opposition qui doit être reçue demain lundi par le président Alpha Condé réclame la médiation internationale. Pourquoi? La simple raison que Alpha Condé n'est pas au-dessus de la mêlée. Il fait partie du jeu et donc cette demande de l'opposition veut simplement dire qu'on ne lui fait pas confiance. Et ce n'est pas compliqué. Mais quand l'opposition guinéenne par la médiation internationale, la CEDEAO? Non, à mon avis, Cellou Dalein Diallo est un opposant idéal. Enfin, il n'est pas un opposant idéal. Oui, non, je veux dire qu'il a été très fair-play jusque-là. Chaque fois qu'il a senti que ça peut aller au clash, il a reculé. Donc responsable alors. Voilà. Et il a toujours été, disons, il s'est toujours rallié au point de vue de l'opposition, des médiateurs. Par contre, on ne sent pas cette disposition chez le président. Donc, c'est pour ça qu'ils ne veulent plus être juste en face à face avec lui, mais plus avoir... Il les reçoit demain. Ouais. Il faut un chronogramme. On les reçoit demain. Dans une semaine, on fait ça. À telle date, on fait ça. À telle date, on fait ça. À telle date, on va aux élections. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit pour la télévision qu'ils reçoivent ces opposants. Parce qu'il est déjà bien reçu. C'est un peu le problème. Il serait temps qu'ils soient en président et non plus en chef de parti, en chef de camp. En opposant. Et en opposant, si tu veux. Le problème, c'est ça. Il faut devenir président, il faut s'élever, il faut prendre de la hauteur, il faut être au-dessus de la mêlée. Il est temps.
Voilà une question à tous les quatre. Pourquoi vous n'allez pas passer vos vacances à Conakry? Merci beaucoup. Je le disais, c'est une question à tous les quatre. Pourquoi est-ce que les opposants en Afrique, dès qu'ils sont présidents, on prend le cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée, ont du mal à accepter les revendications de l'opposition? On peut ajouter le cas du Sénégal. C'est ce que je disais. Il dit les vieils opposants, quand Wade est arrivé, les vieils opposants ont de la misère à changer de mentalité, à entrer dans leur nouvelle peau. Franchement, c'est l'explication la plus triviale que je peux trouver. Non, j'avais pas suivi, hein, franchement. Pourquoi est-ce que les opposants africains, une fois devenus présidents, ont-ils du mal à accepter les revendications de l'opposition? Le cas de la Côte d'Ivoire, maintenant avec Alpha Condé, hier c'était le Sénégal. Oui, mais bon, c'est quand même 3 cas sur 54 pays. Je ne sais pas si on peut faire cette règle. Je ne sais pas si on peut faire cette règle. Par contre, les pays dont vous avez cité les cas, c'est évident. Oui, il faut voir comment ils ont accédé au pouvoir, très honnêtement. Je pense que l'élection de Wade était une bonne élection. Celle de Alpha Condé, on sait comment ça se passait et on sait comment Gbagbo est venu quand même au pouvoir en 2000. Donc, il y a la manière dont ils ont accédé au pouvoir qui est déjà très importante. Mais dans le cas précis de la Guinée, parce que c'est ça qui nous concerne, je crois que tôt ou tard, malgré le fait que le capital social guinéen est très fort, que Peul et Malinké ont résisté jusqu'à présent, n'en sont pas venus aux mains, il faut craindre que tôt ou tard ça n'arrive, parce qu'il y a quand même de plus en plus d'exaspération du côté des deux communautés, et peut-être ça va venir un jour. Mamadou Camara. Oui, moi je pense que pour répondre à la question, c'est un problème de maturité démocratique. C'est-à-dire qu'on n'a pas réglé le problème de l'organisation d'élections réellement transparentes, auquel chacun dit « Ok, tu as gagné, c'est bien, tu as gagné, tu es le président, nous on est opposants, constructif ». Mais est-ce qu'on peut reprocher au président Condé le manque de maturité après les 50 ans dans la position? Visiblement oui, il y a aussi un problème de contre-pouvoir. Lorsque les opposants arrivent au pouvoir, moi je pense... Il y a aussi un problème de contre-pouvoir. Adam a évoqué à juste titre le rôle que doit jouer le Parlement. Ces parlements-là ne jouent pas leur rôle de contre-pouvoir. Et il y a aussi une société civile, une opinion publique qui effectivement est faible et qui n'est pas là pour jouer également un rôle de contre-pouvoir, de vigie. Donc on va vers des dérives, et lorsqu'il y a des gens qui ont passé toute leur vie dans l'opposition, effectivement ils n'ont pas l'expérience du pouvoir, et c'est difficile, étant donné le fait que vous n'avez pas de contre-pouvoir en face. Et puis il y a quand même le fait qu'il faut dénoncer, c'est la passivité de la communauté internationale. Tant qu'un pays n'est pas la Somalie, ils acceptent, ok, jusqu'au moment où il y a un coup d'État, et puis là il soit la grosse artillerie. C'est aussi qu'ils se disent, c'est un pis-aller, il vaut mieux Alpha Condé que Dadis Camara. Mais voilà, c'est ça. Je donne la parole à certains des opposants, pas tous les opposants, mais je pense que certains opposants, quand ils arrivent au pouvoir, ils sont dans une bulle. Parce que d'abord, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils se rendent compte qu'ils étaient à côté de la plaque sur beaucoup de dossiers. Les privatisations, les discours policiers. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit pas. C'est frais, le pouvoir, quelque part. Et à un moment, ils se coupent du peuple. Après, si vous avez des laudateurs, vous avez ceux qui sont là en train de vous dire tous les jours, vous êtes le plus beau, le plus fort. Et finalement, ils sont dans une bulle. Ils ne voient pas la réalité. Vous voyez des clubs, des associations de soutien à Pierre, des associations de soutien à Damtiam, etc. Et ils ne sortent plus de cette bulle-là. Je pense qu'ils sont à un moment, ils n'ont plus cette faculté de dire... Nous venons d'un peuple, voilà la réalité, tu vois, c'est pas comme Mitterrand qui allait se balader, qui voyait un peu tout le monde, etc. Ils sont coupés de la réalité. Et coupés de la réalité, ça fait d'eux forcément des apprentis dictateurs. Et c'est pas forcément le cas uniquement des opposants, hein. Il arrive aussi que des gens... C'est le pouvoir, la nature du pouvoir. Mais c'est un problème de maturité démocratique en Afrique. Vous voyez même le président de la République, tu vois, un opposant qui devient président de la République, quand il marche, il ne marche plus comme un opposant. Ça, c'est normal. Mesdames, messieurs, merci. Ils sont grisés par le pouvoir. Alors, merci d'avoir suivi ce débat. On se retrouve dimanche prochain. Merci également aux invités et à dimanche prochain. Alors.